Bonsoir Jules, effectivement je me trouve avec le docteur Sizoa. Bonsoir docteur. Vous avez écrit un article sur le financement des partis politiques. Je voudrais savoir, avant de commencer cet entretien, quelle est la différence entre le financement des partis politiques et le financement des campagnes électorales afin d'éviter tout amalgame? Je serais tenté de répondre que la différence que vous évoquez se situe dans les termes même de la loi du 19 décembre 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales, qui prévoit d'une part des financements dans le cadre de la loi de finances annuellement votée par l'Assemblée nationale, qui prévoit donc des financements destinés au fonctionnement normal des partis politiques, et d'autre part d'autres financements qui peuvent être mobilisés en faveur des candidats et des partis à l'occasion des campagnes électorales. Quels sont les critères d'attribution de ce financement? Les critères d'attribution sont généralement fonction à la fois de la représentativité sociologique de chaque formation politique et d'autre part sont également fonction des résultats obtenus lors des dernières consultations électorales. Les partis politiques en disposent-ils à leur guise ou existe-t-il un contrôle de gestion? En réalité, la loi a prévu les modalités de dépenses de ces financements. Et d'ailleurs, la loi dispose que le président de la République crée à l'occasion justement une commission chargée de vérifier l'utilisation que les partis qui en bénéficient doivent en faire. Et que justement, cette commission, s'il arrivait qu'elle découvre des irrégularités, alors serait automatiquement appliqué, je crois, l'article 184 du Code pénal, justement relatif au détournement de deniers publics. Pourquoi y a-t-il autant de création de partis politiques et comment ces petits partis font-ils pour survivre et se maintenir? Justement, comment font-ils pour survivre? Nous venons de le dire, la loi a prévu des financements pour faire sortir un peu les partis des pratiques qui existaient autrefois. Donc, elle a prévu des financements publics, mais il faut aussi dire que pour partie, beaucoup de ces partis fonctionnent encore avec des financements qui ont une origine indéterminée. Je voudrais ici rappeler que la loi de 1990, justement, par exemple, prohibe l'utilisation par un parti politique des fonds qui seraient venus de l'étranger. Beaucoup de partis, à défaut d'en bénéficier, et même lorsqu'ils en bénéficiaient, profitent encore de cet environnement glauque qui existe au Cameroun autour du financement. Et les partis de l'opposition ne sont pas les seuls, parce qu'on pourrait également, si on tient compte de la ligne de défense récurrente des anciens membres du RDPC qui sont aujourd'hui mis en accusation dans des affaires de corruption, la justification récurrente en quelque sorte consiste généralement à dire qu'ils se sont servis de ce qu'ils ont pris pour contribuer au financement du parti que vous savez. Pour finir, quel type de financement serait adapté au Cameroun afin qu'il n'y ait plus cette suprématie des gros partis politiques? Je serais tenté de là aussi de dire que c'est le type de financement qui est en réalité adapté à tout système véritablement démocratique. C'est-à-dire, j'entends par là qu'une loi relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales doit comporter au moins 7 points. D'abord, une réglementation des ressources. Et quand je dis réglementation des ressources, j'entends bien sûr réglementation des ressources publiques, c'est ce que le législateur camerounais a fait avec la loi de 2000, mais également une réglementation des ressources privées pour qu'on sache toujours quelle est l'origine des fonds et quelle en a été la destination exacte. Encore que pour ce qui est des financements privés, le législateur peut encore aller beaucoup plus loin. Par exemple, en imposant aux donataires, ce qui donne à des partis politiques, le RDPC ou SDF, qu'au-delà d'un certain montant, par exemple 100 000 francs, qu'il soit tenu de déposer cet argent en chèque, ce qui va quand même garder une certaine traçabilité de l'origine et de la destination des fonds. Donc d'abord, réglementation des ressources, des recettes. Mais ensuite, deuxième principe, plafonnement des dépenses. Il faut plafonner des dépenses. Parce qu'en réalité, c'est quoi la compétition politique? La compétition politique n'est jamais rien d'autre qu'une confrontation de programmes ou d'idées. Mais dans un contexte où on ne plafonne pas les dépenses, l'affaire tourne très vite à la surenchère financière. C'est tel autre qui veut devenir, je ne sais pas moi, maire ou député d'un Colmetet, c'est mon village.
qui est capable de mobiliser je ne sais pas combien de millions ou de milliards en face de quelqu'un qui a peut-être un meilleur programme, peut-être des idées bien ajustées par rapport au contexte, mais qui ne pourra jamais obtenir la victoire électorale du fait de la symétrie entre les ressources. Donc, il faut plafonner les dépenses. Troisièmement, il faut, je crois aussi, la transparence des comptes. La transparence des comptes suppose que chaque candidat ait déjà désigné auprès de l'administration un mandataire financier chargé de recueillir tous les fonds que les donataires versent et également qui est chargé d'en assurer les dépenses et qui, justement, doit tenir un cahier de comptes retraçant en recettes et en dépenses l'ensemble des opérations financières qu'il a eu à faire. Et après la transparence des comptes, le contrôle des comptes, c'est-à-dire qu'il faudra prévoir un organe qui peut être un organe administratif, un organe politique ou un organe juridictionnel chargé de venir constater la régularité de la gestion des comptes. L'autre principe qui a déjà été un peu évoqué par l'article 66 de notre Constitution, c'est le principe dit de la transparence patrimoniale des élus. Cela suppose que, au moment où vous vous portez candidat à une élection, que vous soyez en mesure de déposer auprès des autorités l'état exhaustif de votre patrimoine et de la même manière, quelques mois avant la fin du mandat, que vous soyez également en mesure de venir encore déclarer l'état de votre patrimoine, étant entendu que chaque changement substantiel de l'état de ce patrimoine qui s'opère en cours de mandat doit être également déclaré auprès des autorités. Et le dernier principe, c'est un système de sanctions bien assorti. Et la loi camerounaise, effectivement, prévoit un système de sanctions, mais qui ne sont que des sanctions pénales, comme je viens de vous le dire. Or, à côté des sanctions pénales, le législateur camerounais aurait pu envisager toute une panoplie de sanctions, notamment des sanctions électorales, à savoir que celui qui dépasse le plafond des dépenses voit son élection annulée, par exemple. Et même au-delà des sanctions électorales, on aurait pu également, et de la même manière, envisager des sanctions judiciaires. Tout ça dans le but bien compris de combattre la corruption qui gangrène notre vie politique et qui fait, vous êtes journaliste, qui fait peut-être les choux gras de la presse, mais qui fait si mal aux finances de notre pays. Merci, Dr Sizwa, de nous avoir reçus et répondu à nos questions. Merci, c'est moi.